Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Hautebert, Philippe Rossi. Et bienvenue à vous, 19h27 sur Sud Radio, comme chaque mercredi, c'est devenir plus utile avec DJF Hautebert, en forme ce soir. Bonsoir DJF. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Ce soir on fait du bruit. Chut, pour le silence, je vous propose 5 secondes de silence justement. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait du bien. Ça fait du bien, vous avez raison. Le silence, plus que le bruit continuel, afin de donner une contrepartie à notre présence, rendre notre monde meilleur. Tiens, je vous donne et je vous rappelle la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Ce soir, mon cher DGF, on l'a un petit peu compris. Quel est le thème du jour ? Moins de bruit nous ferait-il devenir plus utile ? Tout le monde fait du bruit, de Milan jusqu'à Paris. Les sirènes, les marteaux-piqueurs, les klaxons, les voisins, les cris, la circulation, les avions, les trains. On est agressé en permanence, en haut, en bas, partout. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et seulement le bruit des petits oiseaux qui piaillent. Ça aussi, ça fait du bien. Alors, DGF Hautebert, quelles sont ce soir les questions que l'on doit se poser ? Peut-on réduire le bruit ? Quelles sont les conséquences sur notre santé ? Combien de décibels peut-on supporter ? À qui s'adresser quand cela devient insupportable ? Et enfin, est-ce que le bruit va être dans l'avenir en constante augmentation ? Alors, on va tenter de répondre évidemment durant cette demi-heure à toutes les questions que DJF a posées. On va explorer toutes les réponses avec nos invités. Le docteur Jérôme Lesniak qui est avec nous du cabinet Acouzen, situé dans le 92 à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur. Philippe Strauss est avec nous, responsable pôle événementiel au Centre d'information documentation du bruit. Antoine Pérez-Munoz en charge de l'accompagnement des acteurs et des politiques publiques sur le bruit, c'est à l'association Bruit Parif. Et puis Fabrice Silva qui est avec nous, chargé de recherche CNRS au laboratoire de mécanique et d'acoustique. Fabrice Silva qui est en direct en ce moment du congrès de l'acoustique à Marseille. On commence avec vous Fabrice Silva, bonsoir. Bonsoir oui, Fabrice. Bonsoir. Ça va bien à Marseille ? Ça va très bien à Marseille, on a toujours un beau soleil donc tout va bien. Bon, il n'y a pas de match ce soir, il n'y aura pas trop de bruit ? Non ? Eh ben ça on va voir, on va faire, mais je crois pas, non. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Vous êtes donc intervenant et même co-organisateur du congrès sur le bruit qui se déroule donc du 11 au 15 avril, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait à ce congrès ? Quels sont les enjeux ? Eh ben en fait, le Congrès français d'acoustique, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui regroupe les chercheurs, les ingénieurs, les industriels, qui travaillent plus que sur le bruit, en fait, sur toute l'acoustique au sens large. Donc ça dépasse largement le bruit. Exemple. On reviendra peut-être plus tard. Ben, ça peut être les ultrasons pour l'échographie, ça peut être les sonars des cétacés, ça peut être la voix, les instruments de musique. Donc c'est l'acoustique vraiment au sens large. D'accord. Et donc, cette année, il a lieu à Marseille depuis lundi jusqu'à vendredi. Il est organisé par le laboratoire de mécanique et d'acoustique. Et donc, cette année, c'est vraiment une grosse édition parce que, en fait, c'est le premier événement, en fait, en post-Covid. Donc, c'est la première fois que toute cette communauté-là peut se réunir depuis 4 ans, en fait. Le dernier a eu lieu en visio. Ouais. Et on a, du coup, une grosse participation, alors que ce soit des étudiants qui sont en thèse. On a plus de 220. On a plus de 120 industriels, que ce soit des gens d'Airbus, d'EDF, du CEA, d'Engie, de Yamaha aussi, de Saint-Gobain. On a des petites startups qui interviennent aussi et des associations du style de Bruit Parif que vous avez invité ce soir, comme Acousité, le CIDB qui est aussi invité. Okay. Donc voilà. Toute communauté est représentée. Pourquoi cette rencontre, là c'est le 16e congrès, pourquoi cette rencontre est devenue importante entre tous ces acteurs du bruit national et international ? Et ça sera ma dernière question avant qu'on rejoigne nos invités en studio. Quels sont, depuis la 16e édition, non c'est la 16e édition, quels ont été les progrès enregistrés par rapport à ces rencontres ? Eh ben, les progrès, est-ce qu'on peut parler de progrès ? On peut parler plutôt d'évolution, en fait, puisque l'objet du congrès, c'est de tous les 2 ans présenter les derniers résultats de recherche, que ce soit de la recherche publique, que ce soit de la R&D privée, et que ce soit des résultats fondamentaux, avec vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau et les pertes auditives, comment se propage le son dans des matériaux simples ou un peu plus compliqués. Et après, ça va sur des choses très appliquées, que ce soit des problématiques environnementales, par exemple avec le bruit des éoliennes, comment on surveille un parc nucléaire avec des ultrasons, comment est-ce que finalement on a des problématiques de bruit perçu entre voisinage, depuis les transports. Et ça se fait en interaction avec les communautés, que ce soit médicales pour la voix, l'audition, que ce soit avec les industriels, tout ça. Et donc, c'est vraiment l'objet de réunir ces communautés, c'est d'échanger
et de faire en sorte que chacun voit ce qui a été fait par les autres et suscite des collaborations. Ok, Fabrice, merci beaucoup en tout cas. Bon travail et faites-nous baisser le bruit un peu parce que des fois ça nous casse les oreilles. Et à bientôt et bon congrès à Marseille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Philippe Strauss, responsable pôle événementiel au Centre d'information de documentation du bruit. Je savais même pas qu'il y en avait un, documentation du bruit. Quelles sont les problématiques principales sur lesquelles œuvre le Centre d'information du bruit Eh bien, toutes les problématiques. Le CIDB, Centre d'information sur le bruit, c'est dB décibels même. C'est que le bruit, mais c'est tous les bruits. Que ce soit les bruits des transports, que ce soit la pollution sonore avec l'impact sur la biodiversité, que ce soit les problèmes de bruit de voisinage, bien sûr. Toutes les problématiques de bruit, elles sont éminemment transversales. Le bruit n'a pas son pareil pour s'immiscer dans toute la vie, dans tous les aspects de la vie. D'accord. Alors, vous étudiez, mais quelles sont vos actions concrètes dans quel secteur? Donc, on l'a dit, mais il y a aussi, on va rejoindre après un de nos invités en studio avec nous, c'est Antoine Pérez-Munoz, qui lui aussi agit sur un secteur particulier. Quel est le vôtre spécifiquement? Alors spécifiquement, nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Donc, première preuve d'utilité que gérer le bruit, s'occuper de la qualité de l'environnement sonore, c'est utile. Nous avons 3 missions principales: informer et sensibiliser le grand public et les professionnels, contribuer à les professionnels pour essayer de trouver des solutions, évidemment. Voilà. Transmettre les connaissances, les bonnes pratiques, et puis promouvoir l'amélioration des connaissances. Très bien. Antoine Pérez-Munoz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de l'accompagnement des acteurs et des politiques publiques sur le bruit, l'association Bruit Parif. Quelles sont les problématiques principales sur lesquelles vous opérez? Alors, nous, à Bruit Parif, on est aussi une association. On travaille en complémentarité sur un petit milieu, le bruit. Oui, sur pas mal de sujets avec le CIDB. Nous, donc le Bruit Parif, c'est le centre d'évaluation technique de l'environnement sonore. Donc notre particularité, c'est en premier lieu, on a une mission de documentation. Donc on produit de la donnée, on mesure, on modélise, parce que avant d'agir, il faut comprendre ce qui se passe. Donc on documente le bruit dans un environnement urbain qui parfois est assez complexe. On a beaucoup de sources. Vous compilez des données, donc? Voilà, tout à fait. On les rend surtout publiques. Tout ce qu'on produit est consultable en ligne. Comment, de quelle manière? Sur notre plateforme internet, notre site, notre plateforme de cartographie ou de résultats de mesure, pour accompagner la décision publique, c'est-à-dire donner des conseils sur des actions concrètes qui permettront d'aller là où il faut, vers les personnes les plus en besoin, pour agir et de réduire le bruit environnemental. Et puis, il y a toute la mission d'information et de sensibilisation, parce qu'on y reviendra sûrement. C'est un point crucial dans la lutte contre le bruit. Est-ce que le gouvernement est sensible à des associations et à votre travail, à tous les deux, par exemple? Est-ce que le gouvernement est assez sensible? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il a l'oreille attentive pour le bruit? Alors oui, il y a des évolutions réglementaires actuellement, depuis la loi d'orientation sur les mobilités, notamment. Oui. Où on s'occupe notamment de l'impact des transports des véhicules motorisés, oui, avec des radars sonores qui vont être expérimentés pour essayer de voir comment on peut verbaliser les véhicules les plus bruyants. Mais on va s'intéresser aussi aux pics de bruit, puisque c'est ça qui réveille finalement, c'est le bruit au passage, donc notamment sur les grandes lignes ferroviaires. Alors juste pour essayer que l'auditeur comprenne, un bruit normal, un petit bruit, c'est combien de décibels, et un pic de bruit, c'est combien? Alors un pic de bruit, c'est 120, ça fait mal aux oreilles. Ouais. Un aspirateur, c'est 75. Et puis et des voisins qui font l'amour, qui font l'amour, c'est combien? Pour bien dormir, tout dépend Ça dépend de la voisine. De la voisine, tout à fait. Et pour bien dormir, l'Organisation mondiale de la santé considère qu'il faut environ 35 décibels dans une pièce de niveau moyen, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait des pics de bruit de plus de 45 décibels. Alors excusez-moi, mais s'il n'y a pas de bruit en dehors, quels sont les 35 décibels?
Pardon, j'ai pas compris. Si on dort, si vous me dites, pour bien dormir, il faut 35 décibels au maximum. Donc, qu'est-ce qui produit? Quel est le bruit produit pour ces 35 Il décibels? n'y a jamais aucun bruit. Il y a toujours le bruit de fond, de votre frigo qui continue de tourner, de l'ordi qui n'a pas éteint. Voilà. D'accord. Dans la sphère privée, c'est tout ça, le bruit de fond. D'accord, le bruit de fond, d'accord, c'est intéressant. Alors justement, on va parler du bruit de fond et du bruit de surface avec le Jérôme Lesniak, qui est lui médecin spécialisé en ORL à Paris, dans la société Acouzen. Quelles sont les problématiques et quels sont les styles de gens qui viennent vous voir? Alors vous nous avez dit des animateurs de radio qui viennent de temps en temps vous voir parce que ils mettent le casque trop fort. Et vous m'avez dit quelque chose juste avant l'antenne, c'était très intéressant, qu'un scooter qui traverse une ville avec un bruit énorme peut réveiller jusqu'à 250 000 personnes. Oui, c'est une info qu'on avait qui est assez ancienne. Et en fait, on a des animateurs de radio, mais pas que, parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux dans la sensibilité au bruit et dans les rapports au bruit. L'échelle du bruit, c'est une échelle physiologique. Il y a toujours un bruit de fond, mais il n'y a pas vraiment de définition de nuisance sonore. Un bruit devient gênant à partir du moment où il est audible. Et que ce soit en fréquence ou en intensité ou en répétition, c'est la définition en fait du code de la santé publique. Donc vous allez avoir le bruit du moustique à 35 décibels dans la chambre l'été qui va vous insupporter. En revanche, vous allez aller dans un bar où c'est à 80-90 décibels et là vous êtes avec des amis et tout se passe bien et vous n'êtes pas du tout gêné par le bruit. Donc en fait, la nuisance sonore, c'est quelque chose, c'est une notion qui est très très subjective. D'accord, c'est super très intéressant. Quel est, sur des hauts niveaux sonores, quels sont les dommages par rapport au cerveau, à l'oreille interne? Alors, au niveau sonore, on va parler de niveau d'à peu près 80 décibels, à peu près 80-90. C'est le démarrage d'une moto juste à côté de vous. Il faut savoir que l'oreille interne, elle a su se protéger. Il y a un réflexe qui existe sur des intensités sonores entre 70 et 100 décibels qui permet en fait de bloquer la transmission du son pour protéger l'oreille interne. D'accord. Antoine Pérez-Munoz, vous nous parlez, donc vous êtes spécialisé dans les chantiers, les bruits de quartier, les transports, les motos, les trains la nuit, l'aéroport, mais il y a aussi des gens qui vous appellent pour des choses complètement particulières. Dites-nous, par exemple, pour les animaux, c'est quand même incroyable, la mare aux grenouilles. On est localisé en Ile-de-France, donc on a moins ce type de demande, mais c'est vrai que les demandes, on reçoit à peu près à l'année autour de 500 demandes de renseignements, de plaintes entre guillemets, mais qui sont souvent des demandes de renseignements parce que les gens ne savent pas où s'adresser, parce qu'ils sont démunis, qu'ils ont un peu l'impression de ne pas être entendus et d'avoir tapé à toutes les portes. Donc nous avons connaissance de quels acteurs doivent être mobilisés. Si c'est par exemple une route départementale, c'est le département. Si c'est la ligne SNCF ou RATP, voilà, on oriente vers les bons acteurs en ce qui concerne le bruit des chantiers. C'est un peu pareil. Les chantiers, c'est du provisoire qui dure et qui a tendance à se généraliser en ce moment. Donc, les chantiers, c'est juste incroyable. Il y en a qui durent 10 ans. Il y en a un pas très loin de chez nous. Là, puis un chantier et puis un autre chantier sur autre chose. Donc c'est une problématique de plus en plus prégnante en ce moment et sur laquelle justement on a développé du matériel qui permette d'accompagner les riverains. Mais dans les côtés un peu drôles, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la mare aux grenouilles, parce que les grenouilles font trop de bruit. Le coq, le fameux coq du matin qui réveille tout le monde. Et là, on aimerait bien, certains aimeraient bien lui couper la tête. Oui, le fameux coq Maurice qui est devenu un peu à son insu l'emblème de l'environnement sonore rural et un marqueur un petit peu de cet environnement-là vis-à-vis de personnes que ça gênait et qui ont voulu interrompre ses activités, mais le coq Maurice a gagné son procès. Et il y a même dans le sud des gens qui veulent interdire les cigales parce que ça fait trop de bruit. C'est juste hallucinant. Voilà, et des maires de communes rurales qui ont éprouvé le besoin, voilà, par différents moyens, mettre des panneaux à l'entrée du village pour dire ici vous êtes à la campagne, donc ne venez pas vous plaindre des bruits qui sont des marqueurs du territoire rural. Philippe Strauss, avant qu'on passe à la pub, quels sont les recours justement si votre voisin fait du bruit, on sait qu'on peut appeler le commissariat, mais quels sont les vrais recours? On en parlait tout à l'heure des dodanes, on parlait de bruits récurrents avec des gens qui font des procédures qui durent des années.
En fonction des sources, vous avez différents interlocuteurs. Pour tout ce qui est bruit de voisinage, c'est le maire qui est censé vous venir en aide. Mais avant ça, je dirais qu'il faut apprendre à connaître ses voisins. C'est très important, le vivre ensemble. Si la première fois que vous rencontrez votre voisin, c'est pour vous plaindre du bruit, ça part mal déjà. Donc, une des meilleures choses qui a été inventée, c'est la fête des voisins, par exemple. Rencontrez-vous, ça permet à tous... Ça fait du bruit, la fête des voisins, non ? Oui, mais ça permet à tous de se connaître, car on a tous des logiques, des légitimités dans nos rythmes de vie. Et donc, cette cohabitation, une fois que vous avez gagné un procès, il faut pouvoir croiser votre voisin dans l'ascenseur. Bien sûr. Vous voyez ? Donc, mais le maire, c'est le principal interlocuteur en matière de gestion du bruit. On fait du bruit avec la pub, Philippe ? Allons-y, moins de bruit nous ferait-il devenir plus utile ? C'est notre thème. Ce soir, on va poursuivre dans quelques minutes. Restez avec nous, surtout avec DJF Audebert et nos invités, le docteur Jérôme Lesniak, Philippe Strauss et Antoine Pérez-Munoz. Et Philippe aussi. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Tout le monde fait du bruit, de Milan jusqu'à Paris. Tout le monde fait du boucan. Le bruit, vous l'avez compris, c'est notre thème ce soir. Moins de bruit nous ferait-il devenir plus utile ? On va tenter de répondre à cette question. Comme depuis le début, encore pour un petit quart d'heure maintenant, puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h avec DJF Audebert et nos invités que je vous représente tout de suite. Le docteur Jérôme Lesniak du cabinet Acouzen, situé à Boulogne-Billancourt, c'est dans le 92, c'est en région parisienne. Philippe Strauss est avec nous, responsable pôle événementiel au Centre d'information documentation du bruit, et Antoine Pérez-Munoz en charge de l'accompagnement des acteurs et des politiques publiques sur le bruit à l'association Bruit Parif. Alors, on va reprendre avec Jérôme Lesniak. Jérôme, est-ce que le bruit provoque du stress aussi, provoque un certain mal-être, et jusqu'où ça peut aller ? Le bruit, c'est permanent. Donc en fait, le cerveau, il n'a pas de paupières comme pour les yeux. Il n'y en a pas. Les oreilles ne se ferment jamais. Donc il intègre des sons en permanence. Et il y a une stimulation en fait du système nerveux et du système hormonal qui fait que ce sont des systèmes d'alerte permanents. À chaque fois qu'il y a du bruit, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, il y a une augmentation de la pression artérielle. Donc ça peut donner de l'hypertension, ça peut donner des maladies cardiovasculaires. Et il y a une activation en fait du système du cortisol. Donc l'hormone du stress. Qui est l'hormone du stress. Alors le stress modéré, c'est bon. Le stress trop, c'est pas bon. L'exosome, empoisonnement des cellules. Et exactement. Et ça fait même grossir. Il y a des études qui ont montré qu'une exposition chronique à un bruit de 45 décibels urbain en permanence augmente le risque de 20% d'avoir la graisse du ventre qui augmente, et donc avec un risque de diabète. Alors, Philippe Strauss ou Antoine Pérez-Munoz, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut répondre là-dessus. On a parlé avant l'antenne de 147 milliards de coûts pour la collectivité du bruit. Antoine ? Oui, c'est le chiffrage auquel on est arrivé quand on cumule l'ensemble des coûts de santé et des coûts non sanitaires qui sont aussi la dépréciation immobilière des biens ou la perte de productivité. Donc c'est un chiffre tellement énorme qu'il en devient un peu abstrait, je dirais, mais qui permet quand même de mettre un chiffre en face des coûts des actions qui peuvent être, ça coûte aussi des millions de mettre un mur anti-bruit ou un revêtement de chaussée silencieux, mais quand on arrive à faire la balance, on est arrivé par exemple sur un chiffrage qu'on a réalisé à Bruit Parif, à un rapport de 1 à 17 entre les coûts investis pour essayer d'améliorer les choses. 1 million d'euros investis, c'est 17 millions d'euros évités en coûts sanitaires pour la collectivité. Alors, Philippe Strauss, vous me parlez aussi du coût social du bruit, ça en fait partie, donc c'est exactement ce qu'on vient de citer. Et il y a aussi tout ce qui est lié, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Lesniak, tout ce qui est lié au côté impact du bruit pour la santé. Donc il y a, dites-nous, la dépression, ça coûte cher.
Oui, effectivement, dès lors que la sphère privée au domicile est remise en cause, c'est source de stress, et le stress sur le long terme, c'est source de souffrance, et donc ça, de manière chronique, ça peut avoir des répercussions sur la santé, et il y a des études qui peuvent chiffrer effectivement le nombre d'années en bonne santé perdues liées au bruit. Dépression. Dépression, donc on en parlait aussi, mais dépression, diabète. Oui, c'est fou, quoi. Et puis les troubles du sommeil, de manière chronique, ont des répercussions sur le système cardiovasculaire. Ça, c'est prouvé. Et donc, avec de telles études qui montrent un tel coût social, on a évolué d'une notion de nuisance sonore. Le bruit était un peu rangé avec les nuisances olfactives. Et maintenant, on parle de pollution sonore, qui est le même ordre de grandeur que la pollution atmosphérique, en termes d'externalités négatives, de ce que ça coûte chaque année à la nation, 147 milliards. Incroyable, ouais. Donc il faut investir, il faut prendre en compte la qualité de l'environnement sonore dans toutes les décisions publiques. Il y a plein d'actions. Vous me parliez d'un label de qualité acoustique qui peut être créé, non seulement pour les appartements, l'habitat, parce qu'effectivement, plus l'habitat en amont, plus on considère le bruit en amont, et moins on aura à agir en aval. Oui, il faut aller à l'encontre de cette suprématie du visuel où on visite un appartement avec les yeux seulement. Il faut visiter un appartement avec ses oreilles, et plus on ira... Un peu de ses yeux aussi, quand même. Et un peu de ses yeux, mais plus on ira vers... Stéphane Plaza, il fait les deux. Vers ce réflexe de faire pencher dans la balance la qualité acoustique dans un bien immobilier. Ça incitera les propriétaires bailleurs à rénover leur logement et à améliorer l'acoustique. Et c'est des choses qui vont devenir des critères de qualité. Et aux architectes à le prévoir en amont, bien avant de construire murs, pas des... On se rappelle toujours, mais enfin, je sais pas si c'était la marque, mais cage à lapin avec des espèces de cloisons. On entendait. Si vous voulez, on n'a pas le choix que de densifier aujourd'hui le bâti. On est allé trop loin dans le mitage urbain et les lotissements, etc. Donc l'acousticien, les urbanistes ont un rôle très important à jouer, justement pour concilier la densification du bâti et une qualité de l'environnement sonore, une qualité sonore au quotidien. Antoine Pérez-Munoz, il y a aussi les fenêtres que certains ne peuvent pas ouvrir tellement il y a de bruit. D'où les fenêtres à double vitrage, etc. Il y a des gens en période de canicule, ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Justement, anticiper ces problèmes-là dès qu'on construit des programmes de logement neufs, ne pas se contenter du minimum de performance d'isolation acoustique qui est requis, mais aussi penser la conception des quartiers de manière à minimiser l'exposition au bruit. Ça peut, il y a tout un ensemble de solutions urbaines. L'orientation de l'immeuble, l'orientation des bâtiments, voilà. Penser un bâtiment à usage d'activité le long de l'infrastructure, ça crée des zones calmes en arrière où on peut effectivement mettre non seulement des logements, mais aussi des espaces extérieurs où on a un environnement apaisé qui peut être du coup mis à disposition des habitants. On légifère assez en France, on a légiféré à un moment donné contre les aéroports, avec les ouvertures des avions, des aéroports. Est-ce qu'on légifère assez ? Est-ce que le gouvernement entend assez cette problématique du bruit ? On peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience quand même ces dernières années. Après, on a déjà un arsenal réglementaire et législatif qui est foisonnant, qui s'est mis en place par strates au fur et à mesure qu'on voit y arriver des nouvelles problématiques. Effectivement, c'est beaucoup une question d'application de la loi. On l'a déjà dit. D'accord. On pense aussi au bruit des jeunes. Alors non pas produit par les jeunes, quoique on a toujours l'image de faites pas de bruit, stop, avec les bruits. Plus on est jeune, plus on fait du bruit. Ceux qui campent sur les immeubles, etc. Mais parlons des conséquences du bruit pour les jeunes, des iPods qu'ils ont dans les oreilles sans arrêt. Est-ce que à terme ça va les rendre sourds ? C'est possible, c'est probable. Docteur Jérôme Lesniak, pardon. Oui, c'est possible, c'est probable. En fait, une oreille, c'est fragile, et des oreilles, on en a que deux. L'oreille, c'est un organe qui ne se réparera pas si jamais il est endommagé. Aucun moyen de réparer. Alors, si vous entendez un son très très fort et que vous avez soudainement une baisse de votre audition, il est fortement conseillé de consulter son médecin, de voir si c'est possible de voir un ORL.
ou d'aller consulter les urgences ORL parce que c'est une urgence fonctionnelle. Ça s'appelle un traumatisme sonore et ça peut aboutir à une perte modérée, voire majeure de l'audition avec des possibilités de récupération qui ne sont pas garanties et des conséquences cicatricielles qui peuvent aller donc de la baisse de l'audition, donc de la gêne auditive, jusqu'à un bruit permanent, l'acouphène. Oui, alors les fameuses acouphènes dont on parle partout, qui peuvent rendre fous les gens. Ils en entendent tout le temps non-stop. Vous disiez, le bruit n'a pas de repos, mais c'est la vérité. Ouais, on considère qu'il y a à peu près 5% de la population mondiale qui a des acouphènes. C'est énorme. Un acouphène, c'est un symptôme multifactoriel. Effectivement, s'il peut être évité pour ne pas engendrer par la suite des troubles de l'humeur, voire même des syndromes dépressifs, c'est important de faire attention à son audition. Alors, j'ai fait un tour de table avant qu'on rende l'antenne. Je vais vous demander comment on peut essayer d'améliorer les choses, devenir plus utile donc face à cette problématique du bruit. Alors évidemment, on peut essayer de dire aux éboueurs, à ceux qui ramassent nos poubelles, d'arrêter de passer à 5h du matin pour nous réveiller, aux livreurs d'être un peu plus discrets, à Philippe Rossi de moins ronfler la nuit, parce qu'il lui arrive de ronfler, et moi aussi d'ailleurs, à nous, aux gens qui ronflent. Mais à part ça, qu'est-ce que la nouvelle technologie, la 3D, les nouvelles technologies et même de protection des immeubles, etc., peut apporter. Et je demande à Philippe Strauss comment on peut se projeter pour essayer de limiter le bruit, où il y en a de plus en plus ou pas? Est-ce qu'il y a de plus en plus de bruit dans la société? Alors, il y a finalement, pour le bruit des transports, le bruit n'a pas forcément augmenté. Il y a eu une étude de 69 à 99. On a regardé au même endroit, boulevard Saint-Germain dans Paris, plusieurs endroits dans Paris. Le CSTB qui a fait ça, qui a regardé si le bruit avait augmenté. Finalement, il avait augmenté d'1 décibel seulement. En fait, les véhicules ont fait d'énormes progrès en matière d'émissions sonores. Alors, je prends juste un exemple que vous m'avez cité en antenne, je peux pas, parce que après, je risque d'oublier, mais il y a quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que les véhicules électriques, donc on parle que de ça, sont évidemment moins bruyants, mais en dessous de 50 km/h, parce qu'au-dessus de 50 km/h, ils sont aussi bruyants que les véhicules à essence. Dites-nous pourquoi. C'est ça, il faut le bon bruit au bon endroit au bon moment. Le véhicule électrique, sa motorisation jusqu'à 50 km/h, elle permet d'être silencieuse, mais au-delà de 50 km/h, c'est le bruit entre le pneu et la chaussée qui prend le relais. Et donc, à 70 km/h, par exemple, c'est le même bruit entre un véhicule motorisé et un véhicule électrique. Antoine Pérez-Munoz, quelles sont vos solutions pour devenir plus utile face au bruit ? Et on prend le docteur Lesniak pour conclure, très rapidement. Sensibiliser, parce qu'on est tous à la fois victimes du bruit, mais aussi producteurs de bruit à des moments et à des endroits différents. Donc, et plus respectueux aussi au niveau de la société. Il doit y avoir une prise de conscience générale, pas seulement des gens qui ont la possibilité d'agir, mais de tout un chacun, je pense. Docteur Lesniak, comment on peut être plus utile face au bruit pour la santé ? On fait attention au bruit qu'on met dans ses oreilles. On ne met pas trop fort le son parce qu'on est jeune qu'il faut être... Voilà. Et on fait attention. On met des bouchons quand on va au cinéma, quand on est gêné, quand on va dans des concerts. On investit quand on fait de la musique. De Formule 1. Et quand on est animateur radio, quand on fait de la radio, on met pas le son trop fort dans son casque non plus. Ok. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci au docteur Jérôme Lesniak. Merci à Philippe Strauss et à Antoine Pérez-Munoz. Devenir plus utile. Et ce livre, donc, le quotient d'utilité de DJF Audebert, voilà, c'est chez Guy Daniel Édition. Voilà, pour le livre de DJF, tiens, dans quelques instants, c'est le Loft Music.